Bonjour, écoutez, j'espère que vous nous entendez bien. On va commencer ce webinaire. En plus, on commence avec un petit incident de Wi-Fi, mais on espère que tout va bien se passer. Donc, bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la durabilité pour les acteurs de l'ESS. Alors, peut-être que certains d'entre vous se sont un peu posé des questions sur le titre et sur le thème. On va essayer de développer tout ça avec un fil rouge qui sera de définir en quoi les acteurs de l'économie sociale ont besoin d'être visibles sur leurs actions en termes de développement durable et on reverra ensemble toutes ces notions. Juste pour vous préciser que ce webinaire sera enregistré et disponible en replay dans les tout prochains jours, que les micros et les caméras sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. On aura un temps de questions-réponses à la fin et si besoin, à chaque fin de séquence, il y a des points particuliers et le support vous sera envoyé à l'issue de notre présentation. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Janet? Alors, bonjour à tous, moi c'est Janet Darrestan. Alors, je suis manager audit spécialisée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et ça fait à peu près 5 ans que je travaille avec Laurent Simon. Bien, écoutez, moi, Laurent Simot, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, auditeur de durabilité. On y reviendra un petit peu plus tard sur ce que ça veut dire. Et je m'occupe chez Inextinso de la Direction nationale économie sociale et solidaire. Alors, Janet, Alors, pour rappel, pendant la préparation de notre webinaire, on s'en est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, on a pris la décision, en fait, de faire un deuxième webinaire qui serait donc la suite de ce webinaire. Et dans la deuxième partie de notre webinaire, donc, on se concentrerait plutôt sur comment préparer et valoriser son rapport de durabilité. Et on utiliserait, en fait, on ferait des exemples plus concrets et axés plutôt sur le secteur de l'ESS. donc rendez-vous le 13 janvier pour quelque chose de très pratique, même si vous verrez, on va essayer quand même d'aborder les éléments essentiels dès aujourd'hui. Alors, du coup, le sommaire d'aujourd'hui, on va replacer un petit peu le cadre de la durabilité. Parler de la déréglementation, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années en termes de réglementation sur ce que doivent donner les entreprises en termes de normes de durabilité. Nous parlerons de quelque chose qui n'est pas forcément encore très connu, qui s'appelle la VSME ou VSMI en anglais. On s'excuse d'ailleurs, il y aura beaucoup de termes anglophones, mais c'est comme ça. C'est un petit peu le vocable utilisé par la Commission européenne, donc on sera dans ce cadre-là. Nous parlerons des indicateurs ESG, ça en général c'est relativement connu, et puis nous aurons une conclusion et les questions-réponses. Alors en termes d'introduction, peut-être simplement quelques cadres généraux mais importants. Là, on part de très loin. Les objectifs de développement durable, petit rappel, c'est vrai que les Nations Unies en 2015 ont défini cette belle charte graphique qui est quand même relativement connue, qui permet de définir les 17 grands objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030. Donc, sans revenir dans le détail, on a des grands objectifs de réduction de la pauvreté, des inégalités. Un gros point, on le verra parce que c'est vraiment une mise en application au sein de notre webinaire sur tout ce qui est lié au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Et puis, enfin, la paix et la justice sociale. Ça, c'est vraiment le cadre très, très général. Alors, pourquoi nous avons décidé de parler de durabilité? Alors, je vais dire, ce n'est pas un choix interne, c'est vraiment le terme qui a été utilisé, qui est utilisé par la Commission européenne. Donc, un peu de vocable quand même. La durabilité, c'est vraiment le principe général qui implique d'avoir une gestion responsable des ressources naturelles, économiques et sociales. Donc ça, c'est vraiment la thématique. Et à l'intérieur, on a en fait un peu deux niveaux, un concept de développement durable. Donc là, c'est vraiment un concept appliqué aux entreprises qui repose sur le fait de pouvoir avoir une croissance économique en répondant aux besoins de maintenant et en préservant les ressources futures. Donc ça, c'est le cadre du concept et qui se décline finalement par la RSE ou RSO quand on parle d'organisation, qui est en fait la prise en compte dans la stratégie d'une approche qui intègre ces préoccupations sociales, environnementales et économiques à l'intérieur de l'activité de l'entreprise et vis-à-vis également de ses parties prenantes. Donc on voit bien qu'on a des termes qui sont très proches finalement, mais qui n'ont pas tout à fait la même signification. Du coup, le terme durabilité a été pris comme quelque chose de plus macro, quelque chose qui permet de renvoyer à ce principe d'obligation d'avoir une gestion responsable. Et du coup, tous les termes, on le verra en anglais, ont été traduits par durabilité. Et c'est comme ça qu'on a du coup ce rapport qui, on va le voir dans la réglementation, devait devenir obligatoire pour les entreprises en intégrant finalement des indicateurs dans des rapports
voilà, nécessaires pour rendre compte de l'usage de leurs responsabilités sociales et environnementales et de le faire dans un rapport de durabilité. Le principe de base, c'est qu'on repose sur trois piliers qu'on va décliner, environnemental, social, de gouvernance. Et en fait, le principe, c'est de dire qu'un rapport de durabilité va donner au grand public la visibilité de ce que l'entreprise produit et contribue ou non aux objectifs de développement durable. Alors, une vraie difficulté, celle d'interpréter les rapports, Oui, Jeannette? c'est bien ça. En fait, actuellement, sur le marché, on a des rapports qui sont très hétérogènes et différents, et donc difficilement interprétables et comparables. En fait, les entreprises utilisent différents cadres et normes, comme par exemple le GRI, qui est Global Reporting Initiative, ou SASB, ou les standards de l'ISO. Ensuite, on a aussi une variabilité des indicateurs par secteur d'activité. En fait, ces indicateurs ils sont non normalisés et donc sont choisis en fonction de la pertinence pour le secteur et l'objectif de chaque entité au niveau de la RSE. On a aussi une différence sur la méthodologie qui fait que en fait, les entités utilisent des méthodologies pour mesurer l'impact RSE et elles sont différentes et les informations sont donc très variables. Ce qui provoque donc, dans l'ensemble, en fait, ce qu'on appelle le greenwashing, donc un risque de tromperie, puisque sans normes et sans clarification sur les méthodologies d'audit, les indicateurs publiés sont différents et en fait, il y a un risque de pratique trompeuse et ça renvoie en fait une image faussement écologique et socialement responsable. Il y a donc, on souligne donc le fait qu'il y a une nécessité de promouvoir des normes de reporting plutôt harmonisées pour renforcer cette transparence et la cohérence des informations qui sont fournies, qui deviendront par la suite donc comparables. Et donc, c'est là qu'apparaît la mise en place de la CSRD. Donc, il y a une définition évidemment plutôt européenne de cette norme que Laurent va nous présenter. Et la CSRD, dans Corporate, vous l'avez lu, hein, je le remets quand même. Sustainability, qui veut dire finalement durabilité en anglais, Reporting Directive, désolé, quelques termes anglophones, mais qui vont vous permettre de comprendre. Ce qui est vraiment significatif, c'est vraiment une réglementation. C'est-à-dire que la Commission européenne a fait un choix global de dire, bah, puisque les entreprises doivent rendre compte, on va mettre en place une réglementation. Et cette réglementation, c'est une norme, en fait, une directive européenne qui s'appelle donc CSRD. Donc globalement, je vais vous faire assez simple, puisque le schéma peut être un peu compliqué. Au centre, bah, c'est ce fameux CSRD, reporting extra-financier des entreprises. Et puis à côté, on peut avoir d'autres choses telles que la CFDR, qui est plutôt liée aux acteurs financiers, donc au secteur bancaire, qui s'applique déjà depuis plusieurs années, des normes de devoir de vigilance des entreprises, et puis également une norme européenne, la taxonomie, c'est-à-dire une classification européenne des impacts, notamment environnementaux, mais pas que. Donc auparavant, on avait une norme qui était vraiment réservée aux très grandes entreprises du CAC 40, par exemple, qui s'appelle la DPEF, qui était une déclaration de la performance extra-financière qui était obligatoire. Et puis maintenant, une norme européenne qui va définir globalement, et on va le voir, pour un plus grand nombre, ces obligations de rendre compte de ces objectifs de développement durable et donc de ces indicateurs. Alors, ces mesures clés, l'idée, en fait, c'est bah, d'avoir de l'information de meilleure qualité, plus fiable, plus comparable. Et donc, la réglementation a mis en place une application progressive, Janet nous en parlera juste après, qui va permettre d'englober un nombre de sociétés beaucoup plus large, près de 50 000 en Europe, ce qui quand même devient significatif, et un cadre normatif, on y reviendra, les normes ESRS, on verra que c'est un cadre exigeant de reporting, une double matérialité, là encore on y reviendra, et puis donc d'avoir un rapport de gestion qui explique tout ça, et puis un balisage obligatoire, c'est-à-dire l'obligation de publier, c'est-à-dire qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre. Et puis enfin, une responsabilité relativement forte en termes d'audit, puisque les entreprises concernées doivent mettre en place un comité d'audit et mettre en œuvre un audit par des auditeurs de durabilité, donc d'où l'expression du début, c'est-à-dire que moi je suis auditeur de durabilité, une formation qui permet d'auditer ces éléments et donc de faire un rapport de certification sur ce rapport spécifique. Donc on voit une norme CSRD, une directive, pardon, CSRD, des normes ESRS qui ont pour objectif d'avoir une obligation de transparence, mais pas une exigence de comportement. C'est là où il y avait un petit souci, c'est-à-dire qu'on rend compte
mais on n'est pas obligé de rendre compte de ce qu'on va faire pour améliorer les choses. Donc, sur ce point-là, Janet, est-ce que tu peux nous dire qui est concerné? Alors oui, là, on peut constater en fait que la norme qui est mise en place par la directive CSRD, on voit qu'elle atteint de plus en plus d'entités. Donc là, on a une frise sur 4 ans. On peut constater qu'en 2025, donc, le reporting concerne plutôt les grandes entreprises donc, qui ont un effectif qui dépasse 50 et un bilan qui dépasse 25 millions et un chiffre d'affaires à 50 millions d'euros. Ensuite, on peut voir qu'en 2026, il y a plus de restrictions, ça atteint encore plus d'entités puisque c'est toutes les grosses entités qui dépassent deux des trois seuils suivantes. Donc, total bilan qui dépasse 25 millions, un CA de 50 millions et effectif salarial qui dépasse 250, donc deux des trois. En 2027, on élargit encore un peu plus, donc là, on atteint les PME cotées. Et en 2028, donc c'est plutôt les groupes, on inclut aussi les groupes en fait qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui disposent de filiales dans l'Union européenne et qui dépassent 150 millions de chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Donc on voit que ça s'élargit. En revanche, il y a quand même des absences, c'est-à-dire que les PME en dehors des PME cotées qui seront impactées en 2025 et les entités qui ne sont pas constituées sous forme de société, par exemple les associations, les fondations, les syndicats, les fonds de dotation, etc., ne sont pas directement concernées par cette norme CSRD. Mais en fait, on constate que celles-ci sont néanmoins quand même indirectement touchées via la chaîne de valeur, puisqu'elles peuvent travailler avec ces entités, ces structures, et donc impacter directement. C'est pour cela que nous, on recommande un reporting volontaire qui peut être envisagé et donc qui est moins restrictif que la CSRD complète. Juste pour clarifier un peu, effectivement, si une association travaille pour un grand donneur d'ordre qui, lui, est soumis, puisqu'il doit rendre compte également de ses fournisseurs, ses clients, etc., ben, il peut être en mesure de demander certains indicateurs. Et donc, plutôt que d'être surpris, il vaut mieux pouvoir anticiper. Et c'est ça vraiment le cœur. Donc, on va vous présenter du coup le cadre normatif. C'est ça. Alors, du coup, la norme CSRD qui est mise en place par la CRD est dispatchée en fait sous forme de 12 normes générales. Donc, on a une norme qui définit un peu le cadre de contrôle, donc le cadre conceptuel des normes SRS. Ensuite, on a une norme qui est plutôt sur les informations générales à publier dans ce rapport. Et ensuite, on a une répartition de 10 normes qui sont divisées en 3 chapitres. Donc, c'est les 3 piliers, l'environnement, le social et la gouvernance. Dans l'environnement, on retrouve 5 normes. Donc, le changement climatique, la pollution, l'eau, ressources maritimes et biodiversité et écosystème, l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. Dans le social, dans le pilier social, on en retrouve 4. Donc, on a les travailleurs sous contrôle direct de l'entité, les travailleurs dans la chaîne de valeur, la communauté affectée, les consommateurs et utilisateurs finaux. Et dans la gouvernance, on n'en retrouve qu'une, c'est les conduites des affaires. Donc, pour mettre en place ces 10 normes, en fait, ces 10 normes, elles sont soumises à l'évaluation de l'analyse de la matérialité, la double matérialité. On va revenir sur cet aspect un peu technique. On rappelle bien qu'il faut absolument prise en compte de la chaîne de valeur lors de l'évaluation de ces indicateurs, donc c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les usagers et tous les tiers qui sont compris dans la production de ces indicateurs. Pour information, on avait à peu près 82 disclosure requirements, donc en fait c'est des modules et actuellement elles sont en cours de simplification. Donc c'est toujours en cours. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux nous en parler. J'arriverai juste après, mais c'est vrai que c'est des modules, mais ça fait près de 3000 indicateurs à remplir. Et on va le voir, c'est un petit peu ça qui posait souci. On verra juste après. Peut-être un point justement sur cette un peu complexe, mais important à maîtriser, la double matérialité. Alors, c'est pas évident, c'est une notion un peu technique, mais donc la norme exige un cadre qui est assez restrictif et donc on a une nécessité d'évaluer la double matérialité. Donc tout d'abord la matérialité d'impact, qui est donc l'incidence de l'entreprise sur l'environnement. Et ensuite, on a aussi l'évaluation de la matérialité financière. Et là, c'est plutôt l'impact, donc l'incidence de l'environnement sur l'entreprise. Donc là, on parle plutôt de matérialité financière. Pour l'évaluation de cette double matérialité, on doit faire une analyse par impact, risque et opportunité. Et donc, comme on peut voir sur le petit tableau à droite, si une entreprise juge que le sujet n'a pas d'impact, donc dans les deux sens, pas d'impact de matérialité d'impact et pas de matérialité financière, on peut diffuser aucune information à publier, bien sûr à l'exception du changement climatique qui a priori impacte tout le monde.
dans ce cas-là. On peut prendre par exemple, un petit exemple, Mhm. un producteur de véhicules électriques. Donc, l'évaluation de la matérialité d'impact, on peut dire qu'il y a l'utilisation de matières premières, comme par exemple le lithium qui peut abîmer la nature, ou la création d'emplois dans les technologies vertes. Donc, ça, c'est plutôt un impact positif. Donc, ces effets sont importants pour la société et l'environnement. Et si on évalue son impact plutôt de l'autre côté, donc matérialité financière, donc là, c'est ce qu'elle fait, ce que le monde fait à l'entreprise, entre guillemets, pour résumer. On peut avoir par exemple la hausse des prix des matériaux suite au développement de ce marché, et puis une demande croissance de voitures électriques, donc un accroissement des clients. Et ces éléments, du coup, influent sur les ventes, les coûts et la répartition pour l'entité. Alors, c'est une notion un petit peu complexe, mais simplement, c'est de bien définir effectivement à la fois le risque C'est ça. et à la fois l'opportunité. Et en fait, tout n'est jamais simple. Quand on fait des véhicules électriques, je vous rappelle que les batteries, effectivement, tu parlais du lithium. C'est ça. Mm. Si un jour on a des problèmes d'extraction de minerais, ça peut aussi poser des problèmes. Donc, c'est vraiment de se poser les bonnes questions sur l'ensemble de sa chaîne. Et ça, c'est vraiment le point Exactement. extrêmement important. Donc, Laurent, toi, nous expliquer comment tout cela, par contre, a été bouleversé. Alors, on est en train de nous dire que tout va changer, mais non. Les principes de base restent les mêmes. Par contre, il y a effectivement un bouleversement. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, c'est pas évident, mais ça s'appelle la directive Omnibus. Alors, je vais essayer de le faire très politiquement correct. Mais en gros, pour faire simple, alors, la Commission européenne avait sollicité un rapport auprès, ce qu'on appelle le rapport Draghi. Donc, et en fait, ce rapport se posait la question de la compétitivité de la vieille Europe par rapport à la Chine, aux États-Unis, etc. Et pour, là encore, faire très simple, un rapport qui conclut globalement sur une lourdeur administrative en Europe, sur beaucoup de réglementations, et qui en fait détricote un peu les éléments. Et il a commencé notamment par cette norme CSRD en disant, bah voilà, c'est bien, c'est gentil, mais par contre, vous allez encore imposer des choses à nos PME et ça va devenir un petit peu plus lourd. Donc le résultat de tout ça, c'est une directive donc, qui date, alors qui n'est pas encore votée d'ailleurs, mais qui est proposée et qui va impliquer un report. Déjà, on commence par reporter de 3 ans. Deuxième chose, on va simplifier et on va réduire le nombre de données à collecter. On va limiter les exigences sur la chaîne de valeur. On va également réduire le périmètre. On passe à 1000 employés. Enfin voilà, on change complètement tout. On maintient juste la double matérialité et on assouplit un peu le cadre. Donc en gros, on reporte tout. On a un périmètre plus restreint. Bon, voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une problématique, c'est qu'on a quand même un affaiblissement de l'ambition. On avait une ambition de transparence en termes d'information de durabilité, on l'a réduit complètement. On va éjecter, entre guillemets, des 50 000 promises, presque 40 000 entreprises, donc 80% du spectre initial. Du coup, qu'est-ce qu'on risque aussi? Encore un peu plus de greenwashing, et puis des rapports volontaires non normés, non audités. Donc, là encore, le grand public, ou même d'ailleurs les fournisseurs, n'y verront plus grand-chose. Puis à l'inverse, toutes les grandes sociétés auront toujours, elles, ces charges administratives relativement lourdes. Donc on voit quelque chose de pas très satisfaisant. Et d'ailleurs, pour information, on conclura. À l'inverse, on voit la Chine, l'Inde commence à mettre en place des règles, c'est aussi étonnant que ça puisse être, qui deviennent plus exigeantes, alors que la Commission européenne, depuis plusieurs années, avait travaillé dessus et avait défini un cadre, on va dire, intéressant. Donc, la complexité, on va la voir à travers au moins une bonne nouvelle, c'est le fait qu'on a une proposition de simplification d'un socle commun qui s'appelle VSME ou VSMI en anglais, et qui va du coup apporter des choses qui me semblent intéressantes, et c'est vraiment là-dessus on va se concentrer. Alors, on est vraiment dans l'actualité puisque la Commission européenne a adopté le 30 juillet, donc cet été, cette norme de reporting VSMI, si je le fais en anglais, donc Voluntary Sustainability Reporting Standard for, donc là, en gros, PME, on va le dire comme ça, qui permet d'utiliser une norme, et là, c'est extrêmement important, elle est volontaire, elle est normée, mais volontaire, pour rendre compte avec 4 objectifs principaux, délivrer des indicateurs de durabilité auprès des tiers, les donneurs d'ordre, les banques, les fournisseurs, avec un objectif quand même d'alléger et de simplifier la mesure avec des données qui sont à la fois fiables mais communes, puisqu'on a, comme je disais, on est bien volontaire mais avec une norme.
bien intégrer la durabilité et les enjeux RSE à l'intérieur de la stratégie, là encore, quelque chose d'important. Et puis surtout, bah, progresser, on le verra, la petite différence quand même, c'est qu'on va délivrer, mais on va pouvoir commenter peut-être davantage, puisqu'on aura ce cadre de pouvoir commenter le suivi des indicateurs et cette réduction des impacts. Donc, on vous explique en quelques mots le rapport, comment il se comporte, et après, on parlera des acteurs de l'économie sociale. Alors, ce rapport qui est plutôt volontaire, donc BSME que Laurent vient de nous expliquer, il est plutôt donc divisé en deux modèles. Donc, on a le module de base. Le module de base cible plutôt les petites entreprises de moins de 10 salariés. Là-dedans, on a 10 indicateurs qui sont répartis de la même manière sous trois piliers, donc l'environnement social et la gouvernance. Dans ces 11 indicateurs, on a notamment celui sur les émissions de gaz à effet de serre, les conditions de travail et la lutte contre la corruption. Ensuite, la deuxième partie, on a un module complet, donc qui comprend 9 exigences complémentaires qu'on peut venir ajouter à notre module de base. Et là-dedans, on a plutôt les plans de réduction du gaz à effet de serre, incidents graves dans la chaîne de valeur et la politique en matière de droits humains, et puis etc. Il y en a encore d'autres. Je précise que cette norme BSME n'exige pas d'évaluation de double matérialité, c'est-à-dire que comme on a vu tout à l'heure, la double matérialité, donc l'impact de l'entité sur l'environnement et l'environnement plutôt sur l'entité, donc ici, on oublie tout cela. Et on prend en compte seulement l'impact sur l'environnement, en fait. Pas Alors, l'impact environnement au financier. sens large d'ailleurs, C'est il ça, au faut sens rappeler large. social, économique, C'est environnemental, bien ça. entendu. Toujours les trois piliers. Et du coup, est-ce que ça peut être intéressant pour les acteurs de l'économie sociale? Très bonne question. Alors oui, en général, on dit que le secteur de l'ESS, c'est pas qu'on dit, c'est vraiment le cas, contient des activités plutôt pertinentes, mais elle doit aussi rendre compte de ses impacts généraux. En fait, le secteur doit rendre clair ses propres impacts pour diverses raisons. Donc, une des premières raisons, c'est la transparence, puisqu'elle doit renforcer sa transparence vis-à-vis des financeurs et des donateurs à travers un rapport qui est normé et comparable. Ensuite, un avantage pour promouvoir en fait sa visibilité en interne. Elle doit faire une mobilisation et une fidélisation des salariés et des bénévoles. C'est un point très important pour le secteur de l'ESS. C'est un avantage également pour la crédibilité, parce qu'on doit démontrer des pratiques responsables et vertueuses, évidemment. C'est un avantage également pour fixer des plans d'amélioration. En fait, ça facilite la mise en place de ce rapport, facilite la mise en œuvre des stratégies d'amélioration, puisqu'on a un suivi régulier et puis on a des indicateurs qui évaluent tout cela dans la globalité. Et bien sûr, un élément important également pour le secteur de l'ESS, c'est que ça permet un accès au financement, des nouveaux types de financement, par exemple des prêts bonifiés, fonds spécifiques et d'autres subventions qui sont soutenues encore. Bien sûr, donc tout cela est important, mais surtout, ça permet au secteur c'est une possibilité en fait de valoriser suite à un rapport qui est complet et comparable. Et d'ailleurs, ce rapport peut être intégré dans le rapport annuel d'activité. Mais Laurent va nous expliquer du coup les différents impacts dans les activités de l'ESS. Alors, je vais essayer de résumer, mais peut-être effectivement juste pour conclure sur cette diapo qui est importante. En gros, on est en train de vous dire, on a une norme de rapport qui n'est pas trop lourde, qui, on verra, a certaines formes de complexité, mais qui est très importante et qui nous semble être un vrai enjeu pour le faire au niveau des acteurs de l'économie sociale. Et du coup, je me permets cette introduction par rapport à ce schéma, c'est en fait, l'idée, c'est de ne pas confondre les impacts d'activité, c'est-à-dire les impacts que a l'ESS de manière générale sur son environnement, et les impacts sociétaux qu'elle a à travers voilà, ses actions. Hein. Je comprends bien. Impact. Donc, je vais commencer par les impacts sociétaux. De manière globale, on peut dire quand même que sur l'emploi, le SS favorise plutôt l'insertion, l'inclusion sociale. Sur l'environnement, des thématiques, on aurait pu en mettre 10, hein, mais l'environnement, on est quand même plutôt sur aussi de la valorisation de production locale, de réduction des déchets. On a beaucoup d'actions et de projets en faveur de la santé, de l'éducation, du social. Globalement, ça, c'est vraiment les impacts sociétaux qu'a la propre structure sur son environnement. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est que, comme toute activité, elle a aussi ses impacts. Et une activité associative, une activité d'une société coopérative a également un impact sur l'environnement en termes des gaz à effet de serre, en termes d'impact.
Elle utilise souvent de l'énergie, de l'eau. Bref, on a son activité, même si c'est pas la même qu'une entreprise, qui a également ces impacts-là. Et puis, pour aller un peu plus loin, c'est pas de la provocation, mais globalement, on retrouve aussi, et on le voit hein, parmi nos clients aussi, des facteurs d'inégalité sociale, de différence de traitement dans des entités de l'ESS. On a aussi des modes de gouvernance qui ne sont pas toujours démocratiques. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, hein, mais ils ne le sont pas toujours. Donc, en fait, la question, c'est de se dire, on a des impacts positifs en termes d'activité par rapport à ces objectifs de développement durable. On peut en avoir d'autres qu'il faut pouvoir mesurer et il semble très important de rendre compte et de pouvoir s'améliorer sur ces éléments-là. Du coup, Janet, les indicateurs ESG pour être un peu plus dans le détail. Oui, alors on va rentrer dans le détail des indicateurs, mais je vous rassure qu'on a prévu quand même d'ores et déjà le webinaire du 13 janvier, je fais un petit rappel, où on ferait des cas concrets sur ces indicateurs pour Les cas pratiques. établir, ouais, c'est ça, pour apprendre à établir donc le rapport. Donc, une chose qui est très importante avant de passer sur les indicateurs, c'est le périmètre. Alors, il est important de bien définir le périmètre, puisque c'est dans le périmètre qu'on doit se baser, enfin, que doivent se baser les indicateurs. On a tout d'abord le siège social, donc ça, c'est le lieu où s'exerce l'activité principale, où est logée l'activité administrative. Donc, on doit identifier les paramètres liés aux impacts environnementaux, aux ressources humaines concernées et aux modalités d'exercice de la gouvernance. Ensuite, les établissements secondaires d'activité ou ponctuels, donc sur les mêmes critères que le siège. On doit compléter l'analyse en se focalisant plutôt sur les pratiques divergentes, favorables ou défavorables. Et il ne faut surtout pas oublier les lieux ponctuels. Donc, c'est les activités menées chez des partenaires auprès des bénéficiaires. On doit prendre en compte l'impact des actions en externe, bien sûr, sur les lieux différents par des projets spécifiques. Et évidemment, on n'oublie pas la chaîne en amont et en aval, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les usagers et les parties prenantes. On doit aussi également se poser la question si ces fournisseurs, ces clients, ces usagers et ces parties prenantes, en quoi ils prennent ou non en compte les objectifs de développement durable dans leurs usages. En fait, ça, c'est un point très important. Donc, une fois qu'on a établi ce périmètre, on va passer à l'étape suivante, qui est donc la définition des informations générales. En fait, ça, c'est la première étape aussi de la description dans le rapport, c'est-à-dire qu'on doit fournir les informations générales de l'entité. Donc, les normes, la norme BSME, elle n'exige pas d'évaluation de matérialité, donc ça, comme on l'a dit tout à l'heure, mais elle autorise d'appliquer uniquement les éléments jugés pertinents pour ces activités via la condition si applicable. Mais bien sûr, nous, on insiste, parce que c'est quand même nécessaire d'être exhaustif et de ne pas négliger les informations à fournir. Donc, dans ces informations, on a des formations un peu donc, classiques qui sont donc, le profil de l'entreprise, nom, adresse, contact, activité principale, donc le cœur de métier et le secteur d'activité. Peut-être juste pour bien rappeler, entreprise pour nous, hein, on le prend au sens très large. Hein, Oui, le c'est terme plutôt entreprise, entité, oui, c'est entité. Non, mais c'est important. C'est vrai qu'une association, c'est également dans le cadre entreprise hein, tel totalement. on l'a pas changé, mais c'est important de le rappeler. C'est ça, exactement. Donc ensuite, en plus du profil d'entreprise, on doit également indiquer la structure organisationnelle, donc les départements, les dirigeants clés, leurs noms et fonctions, la performance économique à travers des chiffres clés de l'année, par exemple le chiffre d'affaires, le résultat, les stratégies à long terme et court terme, le marché et concurrence, c'est-à-dire son positionnement sur le marché, les segments qu'on cible et les avantages concurrentiels, les principaux concurrents. Et ensuite, on doit mettre une petite partie sur l'innovation et les technologies, c'est-à-dire les technologies qu'on utilise en interne de la structure, les projets de recherche s'il y en a, la gestion des ressources, particulièrement la gestion des ressources humaines, donc la taille, les compétences clés, la politique de formation, l'optimisation, conformité et risque, donc on doit mettre en avant les procédures de conformité, et l'audit et gestion des risques s'il y en a qui sont en cours, c'est-à-dire les principales méthodes et fréquences. Et puis quelques objectifs stratégiques. Donc ça, c'est vraiment viser les objectifs court et long terme, c'est-à-dire mettre vraiment les deux, trois grands axes stratégiques futurs pour l'entité. Donc en fait, c'est important puisque ces informations générales fournissent un cadre pour comprendre comment l'entreprise fonctionne au-delà des critères ESG, en fait, Ouais. dès le début. C'est vraiment une cartographie. Alors, Oui, en n'oubliant pas ces éléments stratégiques. On verra que on va proposer de définir ce rapport comme étant aussi un mapping quelque part de différents éléments mm, qu'on va pouvoir délivrer et communiquer en externe. Donc ça, là encore, il faut être exhaustif dans ces prises en compte de sa stratégie. exactement. Donc, si on rentre dans le concret,
Oui, là, on va passer sur les indicateurs. Donc, le premier pilier, c'est l'environnement, c'est le plus important. Et donc, dans le pilier de l'environnement, il y a plusieurs modules de base. Donc, on en a 5 au total. Et dans ces 5 modules de base, on a donc la première qui est l'énergie, c'est-à-dire la consommation totale d'énergie par source. Donc là, c'est par exemple la mesure de la consommation annuelle d'électricité et gaz naturel. Donc on peut trouver ce type d'information évidemment sur nos factures d'électricité par exemple. Ensuite, on a un module sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc là, par exemple, l'indicateur clé, c'est en tonnes de CO2 équivalent émises. Par exemple, notre suivi annuel des émissions carbone scope 1 et 2. Alors, je vais laisser Laurent vous développer cette partie scope 1 et 2 un peu plus tard. Et on a aussi le module biodiversité. Donc là, c'est vraiment surface et site situé en zone sensible pour la biodiversité. Donc là, on peut mettre par exemple les hectares concernés. Par exemple, on peut indiquer 2 hectares proches d'une zone protégée à préserver dans notre rapport. On a un module sur l'eau. Donc là, c'est tout simplement l'utilisation totale de l'eau et gestion durable des ressources. Par exemple, volume d'eau consommé par mètre cube. Et donc, on peut indiquer dans notre rapport l'optimisation de l'usage de l'eau via un recyclage interne, en réutilisant les eaux usagées en interne, en fait, par exemple. Et un dernier module qui est les déchets. Donc là, c'est la quantité totale de déchets produites et le taux de recyclage. Donc, l'indicateur clé, c'est les tonnes de déchets produites et le pourcentage recyclé parmi ces déchets. On peut par exemple mettre dans notre rapport la réduction des déchets non valorisés par tri et par recyclage. Donc, on voyait déjà les premiers éléments pas toujours très simples, on l'a oublié de l'indiquer, mais la grande différence dans ce rapport, c'est que ce n'est pas un rapport comptable et financier, donc on n'a pas des habitudes de rendre compte de ces indicateurs de mesure, et c'est ce qu'on verra lors du prochain webinaire. Mais néanmoins, si vous regardez déjà vos factures d'électricité, d'eau, SNCF, il y a plein d'éléments qu'on peut déjà prendre en compte, et en fait, on vous parlera de ça, c'est comment les capitaliser, les renseigner et les rendre visibles. Exactement. Et donc, en plus de ces 5 modules de base, on a 2 modules complémentaires qui sont proposés pour pouvoir venir compléter en fait le module de base. On a par exemple les politiques environnementales et objectifs. Donc, c'est une description des politiques environnementales et objectifs chiffrés. Donc, généralement, c'est des existences d'objectifs mesurables. Donc là, par exemple, pour vous citer un exemple, ça peut être l'objectif de réduction de la consommation énergétique de 15% sur les 3 années à venir. On a également donc comme module complémentaire le risque et opportunités climatiques. Donc là, c'est l'identification des risques physiques et transition et les mesures d'adaptation. Donc là, ça peut être par exemple la typologie des risques et plans d'action. On peut analyser les risques d'inondation sur le site et mesurer et indiquer les mesures préventives. Donc, bien sûr, on privilégie l'utilisation progressive de ces modules complémentaires pour enrichir notre rapport et pour mettre en avant un rapport bien complet et plus développé. Et Laurent va nous expliquer les critères de calcul des scopes 1 et 2. Ouais, alors Avant c'est qu'on pas le plus passe. simple. Oui, Ouais. Donc pour résumer, on est en train de vous dire quand même que globalement, il y a un module de base qu'il faut s'approprier, qu'on peut mettre en place. Les modules complémentaires vont déjà beaucoup plus loin, qui sont très intéressants en général, mais voilà, il faut déjà peut-être un petit peu d'habitude. Alors les scopes, ça, enfin, là encore, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un point important, mais très complexe. C'est sur certains types de mesures, donc là, notamment sur le protocole des gaz à effet de serre, qui émet le principe suivant. Il y a finalement 3 catégories sur les scopes, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on émet directement. Alors tout ce que je suis en train de vous dire d'ailleurs, hein, c'est valable pour une entreprise, pour une association, mais même en tant que particulier, hein, c'est exactement les mêmes principes. C'est de dire on émet directement par son activité des gaz à effet de serre à travers la combustion de carburant, la chaudière de l'association, le générateur. On a une flotte de véhicules. Voilà, ça c'est l'émission directe, donc ce qu'on appelle le scope 1. Donc, généralement, on arrive bien à le voir. Le scope 2, déjà un petit peu plus large, c'est de prendre en compte finalement les fournisseurs d'énergie et ce qu'ils vont utiliser pour pouvoir fournir cette énergie. Donc là, vous verrez, on peut trouver des indicateurs, mais c'est déjà un peu plus large. C'est comment, allez, on va dire EDF, mais ça peut être un autre fournisseur d'énergie, lui, pour m'amener cette énergie à consommer à travers son centrale nucléaire ou son éolienne, etc. Donc c'est tout l'enjeu des énergies vertes, mais qui doivent être mesurées. Et ça, c'est le scope 2. Jusqu'à là, on y arrive. Le plus dur, c'est le scope 3
Et c'est pour ça que dans le module de base, on va devoir définir le scope 1 et 2, et le module complémentaire potentiellement intégrer ce fameux scope 3, qu'est les émissions directes, indirectes en amont et en aval. Donc là, par contre, pas toujours très simple, puisque ça veut dire qu'on va prendre en compte la chaîne de valeur. Alors là-dedans, il y a des exemples simples, il y en a d'autres plus complexes, mais en gros, qui est lié à l'activité. Exemple, le plus simple, les déplacements professionnels. C'est-à-dire, j'ai mes salariés qui viennent sur leur lieu de travail, ils prennent leur véhicule, si ce n'est pas un vélo, ils font de l'émission de gaz à effet de serre, moi, je dois pouvoir l'estimer. Et ça, on voit déjà des rapports RSE des entreprises qui les intègrent. Mais après, il va falloir intégrer aussi les biens achetés, les transports, et puis même le après, c'est-à-dire les produits vendus. Donc, vous voyez, ce n'est pas très, très simple. C'est beaucoup plus complexe et surtout, ça nécessite de la collaboration avec les fournisseurs, les clients, les partenaires pour bien évaluer l'empreinte carbone totale d'une entreprise. Mais là, je reviens au sujet de départ. Si vous travaillez avec un grand compte, avec une grande entreprise qui souhaiterait rendre compte sur ce sujet-là, eh bien là, elle va peut-être aussi vous poser des questions et il faudra être en mesure de pouvoir les évaluer. On le voit déjà à travers des appels d'offres. Voilà pour l'environnement. Janet, sur la partie sociale. Oui, on va passer sur du coup le deuxième pilier qui sont donc les indicateurs relatifs au social. Donc là-dedans, on va avoir dans les modules de base, on en a seulement trois. Une sur la main-d'œuvre, c'est-à-dire le nombre de salariés, par exemple, le taux de turnover. Donc c'est obligatoire pour plus de 50 salariés. On peut par exemple mentionner qu'on a 120 en TP moyen, un taux de turnover annuel à 8%. Ensuite, santé et sécurité, donc là c'est les taux d'accident du travail, le nombre de décès liés au risque professionnel. On peut par exemple mettre 3 accidents avec 0 arrêt et 0 décès. Et ensuite, dernier module, c'est la rémunération et formation. C'est par exemple le pourcentage en salariés payés au-dessus du SMIC, des écarts de salaire entre hommes-femmes. Si les salariés dépassent 150 salariés, on est obligé de mentionner cette évaluation. Et les heures de formation. On peut par exemple mettre 95% payés au-dessus du SMIC, écart salarial est de 5% et 15 heures de formation par an et par salarié. Donc Au- ça, c'est le au- module de base. Alors, au final, les choses qu'on voit quand on fait un bilan social, quand on est soumis à Oui, faire un oui. bilan social. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, finalement, on va regrouper les informations dans un rapport. Peut-être juste dire que vous voyez bien que la thématique peut avoir plusieurs indicateurs, hein, pour être tout à fait clair. Voilà, on y reviendra dans ces exemples pratiques début janvier. Mm. On a également, donc comme le pilier environnement, dans le pilier social aussi, on a également des modules complémentaires qu'on peut venir ajouter à notre module de base pour enrichir notre rapport. Donc on en a également trois, donc une sur les conditions de travail, c'est politique de bien-être, équilibre vie pro-perso et les modalités de télétravail. Ensuite, on a une module sur le dialogue social. Donc là, c'est la présence d'instances représentatives, les fréquences de réunions avec les salariés. Et ensuite, on a la formation et développement. Donc ça, c'est le budget formation, le nombre d'heures par salarié et le taux d'accès aux formations. Au final, dans ce pilier social, on s'en rend compte que les informations sont quand même relativement proches d'un bilan social, les Mm. informations qui sont contenues dans le bilan social. Et donc, ça permet aussi une base de réflexion sur la gestion des RH. Je laisse la parole à Laurent pour le dernier pilier qui est la gouvernance. Alors, la gouvernance, effectivement. euh, alors, sujet, effectivement, la VCME, plutôt partie sur les PME, mais on verra qu'il y a des choses qui peuvent bien s'appliquer dans le domaine de l'économie sociale. Alors, c'est vrai que dans le modus de base obligatoire, enfin, j'espère, je pense que pas grand monde n'est concerné, c'est de pouvoir rendre compte des condamnations pénales de l'entité, des amendes liées à la corruption au pot de vin. Donc, bon, voilà, c'est pas un indicateur facile, mais on espère que globalement, il ne sera pas justifié dans un rapport. Mais il n'empêche qu'il faut pouvoir être tout à fait transparent par rapport à ces éléments. Sur le module complet, et effectivement, je pense que le module complet est plutôt intéressant pour la gouvernance. Eh bien, c'est de pouvoir fournir des éléments. Alors, le C8, j'en parlerai à peine, hein, c'est des revenus en lien avec l'utilisation de secteurs controversés, combustibles, fossiles, tabac. Bon, on imagine que ça ne sera pas trop le cas. En revanche, sur le module complet, là, on a quelque chose d'intéressant. C'est plutôt la diversité, la prise en compte de la diversité dans l'organe de gouvernance. Exemple, le nombre de femmes, la représentativité, qui peut d'ailleurs aussi, hein, s'étendre à la diversité culturelle, à tous ces éléments. Donc, il y a des choses intéressantes, en tout cas, qu'on peut prendre sur ces modules de gouvernance. Et un peu en conclusion de tout ça, avant de schématiser l'ensemble, c'est de dire,
bah voilà, structurer l'ensemble des indicateurs, utiliser cette norme VSME pour renforcer la transparence et l'accès au financement responsable. Du coup, Janet, est-ce qu'on s'en arrête là? Oui, on a également des modules supplémentaires qu'on peut venir ajouter à notre rapport. Donc, c'est des normes qu'on peut aller récupérer dans le rapport CSRD. Donc, là, on a cité quelques-unes. On peut passer cette partie. Non, on peut peut-être Ouais, oui, oui. alors, on a par exemple le module environnemental. Donc là, c'est les objectifs liés à la pollution, c'est-à-dire les plans d'action qu'on a mis en place pour limiter la pollution. On peut également ajouter un autre module social sur la mesure de la diversité dans la politique sociale de l'entreprise ou de l'entité. Ensuite, également dans le module social, on peut aussi ajouter par exemple un indicateur sur le personnel handicapé, c'est-à-dire la gestion en interne des personnes en situation de handicap au sein de la structure. Et donc un exemple de module complémentaire sur le module gouvernance, sur la partie gouvernance, on peut avoir par exemple la gestion des relations avec les fournisseurs, donc la politique et charte éthique des fournisseurs. Donc ça, c'est les modules supplémentaires qu'on peut ajouter à notre rapport. Donc il n'y a pas de limite, on peut en ajouter tant qu'on veut. Je pense qu'il est temps là de conclure sur notre webinaire. Alors, juste peut-être une dernière chose, je voulais intervenir sur la partie gouvernance. Sachez quand même que là-dessus, on voit déjà beaucoup d'associations qui intègrent en fait dans leur politique d'accès aux fournisseurs de demander une charte d'éthique, de signer des éléments par rapport au respect des normes, de certaines normes en termes de gestion des ressources humaines, etc. Donc c'est assez important. Et là, quand on parle supplémentaire, on est en train de vous dire aussi que tant qu'à faire, si on utilise ce rapport, bah, mettons toutes les informations qui sont logiques par rapport à l'organisation de son activité. Alors, effectivement, on va conclure, mais on est dans les temps de Jeannette, rassure-toi. Sur l'organisation, là encore, je te laisse la Oui. parole. Alors, pour conclure, en fait, vous avez bien vu, c'est quand même un rapport assez technique. Il est donc important de ne pas agir seul. On doit bien sûr mobiliser en interne les salariés et les bénévoles qui ont des compétences variées en recherchant de nouvelles ressources. On doit également, c'est quand même très fortement conseillé de mettre en place des comités dédiés qui organisera en fait le plan d'action, les objectifs et qui rendra compte régulièrement de ces étapes de progression. Et puis, on conseille fortement en fait l'accompagnement externe. On pense qu'il est quand même difficile de mettre en place ce rapport sans se faire accompagner. Donc, vu que l'enjeu est quand même assez stratégique, à plusieurs moments, en fait, la présence d'un intervenant externe spécialisé est quand même très fortement recommandée. Oui, sachant que vu les thématiques, on risque même d'avoir plusieurs types d'intervenants. Voilà, très concrètement, pour certains calculs, peut-être. En tout cas, on ne peut pas faire seul et faire comme ça au pied levé ces calculs sans pouvoir les évaluer et les faire se faire accompagner. Alors, du coup, sous forme de conclusion avant les éléments de question, le point significatif pour nous aussi, c'est voilà, on se prépare, on va mettre en place la récolte d'informations, mettre en place les éléments de personnes qui vont pouvoir les mettre en place. Mais maintenant, il y a une méthodologie. Il faut déjà prévoir comment on va les communiquer. Il faut savoir qu'au départ, ces informations de durabilité dans cette fameuse norme CSRD initiale étaient de les mettre dans un modèle numérique et d'alimenter une base de données. Pour l'instant, sur ces éléments de VSME, on a beau regarder, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé encore d'éléments de global. On n'a pas de standard de consultation via une plateforme à ce jour, mais ça va venir assez rapidement. Donc, notre recommandation est plutôt de dire, définissons le modèle de rapport sur une base simple et qui présente les principaux commentaires. C'est-à-dire, en gros, construisons le rapport, utilisons-le. Et pour qui? Si vous êtes convaincu, on espère vous avoir convaincu sur le sujet en interne. C'est-à-dire que déjà, auprès des membres, des salariés, des bénévoles, d'expliquer une situation actuelle. Oui, ce qu'on fait est bien, mais on a aussi un impact sur l'environnement et on fait tant de tonnes de CO2 par an. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme plan d'action pour les réduire, pour améliorer la situation? Là encore, la mobilité douce. Je prends l'environnement parce que c'est le plus simple à définir, mais ça peut être pour le social, etc. Donc, bien prendre en compte les éléments et les plans d'action. En externe, auprès des donateurs, si vous faites appel aux dons, des financeurs, des partenaires,
soit par une présentation directe, on vous présente, nous, notre impact, soit par un envoi, et puis on vous envoie ces éléments, comme on envoie un rapport d'activité, sachant qu'une des recommandations ultimes, ce serait que le rapport d'activité puisse intégrer une section à part, comme le rapport de gestion pour les entreprises, qui dit impact, durabilité de l'association ou de la SCIC ou peu importe, sur l'environnement au sens général. Et puis enfin, via éventuellement une plateforme, c'est-à-dire, on voit par exemple dans les sites de crowdfunding, j'ai regardé un petit peu, on peut avoir des indicateurs ou des éléments. Et en termes de, voilà, d'avoir accès sur les actions, sur ce qu'on fait, mais également sur ses impacts, ben, ça peut être important d'avoir des plateformes dédiées. Et on voit que ça se construit déjà, hein, des structures qui vont présenter plusieurs actions à financer et qui vont mettre ces éléments de durabilité également dans la balance de l'action à financer. Et puis, dernier élément, l'audit. Alors, ce n'est pas obligatoire du tout. Sauf qu'effectivement, vu la complexité, on pense que la possibilité d'audit, elle est quand même utile. Et puis, elle permet aussi d'avoir une norme de certification. Je ne l'ai pas dit, mais les auditeurs de durabilité sont ou des commissaires aux comptes ou des cabinets externes qui font de la certification. Mais on peut avoir de la norme de certification pour donner de la fiabilité à ces éléments. Donc, en conclusion, et avant les questions-réponses, s'approprier les éléments. Et puis, eh ben, dès janvier, mais on pourra répondre aux questions, on vous présentera vraiment l'exemple de comment on peut les calculer et rendre compte. Eh bien, du coup, temps de questions-réponses, on est bien dans les temps, on a 10 minutes, mais je n'ai pas vu beaucoup de questions. Parfait. Est-ce que, Gilles, je te laisse m'interrompre? Oui. Regardez. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, on va relever les questions et il n'y en a pas beaucoup. Mais on va commencer par celle-là. Pour les condamnations. Sur l'écran également, hein, bien entendu. Pardon? S'il y a des avis également. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour les condamnations, ce sont uniquement celles de l'entreprise ou aussi celles de dirigeants qui sont des dirigeants qui sont à prendre en compte? Alors, Très bonne question. très bonne question parce qu'on en a parlé hier avec Janet en préparant ce rapport. Alors, je vais essayer de donner la réponse la plus logique, même si elle n'est pas encore très claire. La condamnation de l'entreprise ou de l'association, oui, ça oui. Et en fait, les dirigeants, j'allais dire, ça dépend. Je ne vais pas faire une Sarkozy, excusez-moi, mais ça dépend si le dirigeant, sa condamnation était dans l'exercice de son activité, par exemple associative, si en tant que président d'une association, il est condamné pour tel élément, oui. Si c'est à titre personnel, non. S'il a un excès de grande vitesse, voilà, ça ne sera pas une condamnation du dirigeant. Donc oui, celle du dirigeant en lien avec son activité, hein, parce qu'on peut avoir une condamnation en termes de personne morale ou de personnes civiles. Voilà. Après, la notion entre les deux sera sans doute à préciser, mais on pourra le prendre en exemple peut-être pour le prochain webinaire. Très bien. Autre question plus spécifique pour le module diversité. Comment calcule-t-on la diversité? Alors, sur la partie, je pensais, Je RH et pense que ça, c'est les gouvernance. indicateurs supplémentaires qu'on Oui. avait cités. Alors, c'est pas très simple, effectivement. Alors, déjà, première chose, hein, quand on dit indicateur, on ne dit pas forcément un, comment dire, c'est pas forcément un chiffre, c'est pas forcément un indicateur physique. Il y a beaucoup de narratifs. Donc, on ne va pas forcément calculer la diversité, mais on peut décrire les politiques qu'on a mis en œuvre pour favoriser la diversité. Je vous prends un exemple, parce que bon, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps au sein de la société. C'est aller dans des structures d'insertion et de présenter nos métiers à des gens pas forcément diplômés, mais pour les inciter à venir sur de l'alternance ou dans des sujets, c'est-à-dire en gros favoriser la mixité sociale des gens qui n'ont pas forcément fait d'études. Donc, si je fais un rapport sur comment prendre en compte la diversité, je vais plutôt dire quelle politique j'ai mis en œuvre pour englober le nombre maximum de personnes éloignées de l'emploi, par exemple, ou sans diplôme. Voilà. Donc, après, un calcul, oui, je ne vais pas faire, j'ai un ratio de 10% de personnes qui viennent de telle zone défavorisée. Ce n'est pas le but et ça serait contre-productif. Par contre, de mettre en place des systèmes et de pouvoir voir aussi, je sais que certaines personnes regardaient voilà, les réponses aux offres d'emploi, est-ce qu'elles viennent bien de toutes les zones ou est-ce qu'on est sur des zones très particulières. Voilà. Donc, indicateur simplement n'est pas forcément une quantification, ça peut être aussi une qualification.
Ensuite, il y a une série de petites réflexions, de partage d'expériences avec Régis qui nous partage le fait qu'il est essentiel en premier lieu de bien définir ses enjeux, voire même d'être accompagné pour ça, si j'ai bien compris. Alors, j'imagine que de toute façon, hein, très, très souvent, le fait de faire ce type de rapport, d'intégrer un rapport durabilité, en fait, c'est une question stratégique. Et donc, j'allais vous dire, merci Régis pour la remarque. En fait, première question, c'est de faire le tour de table des membres, des dirigeants de l'association, et puis voilà, c'est quoi notre stratégie? Et est-ce qu'on intègre ces éléments de durabilité, de RSE, de RSO dans notre stratégie? Et quels sont les enjeux? Et en tout cas, nous, on est assez convaincus et on le voit vraiment de plus en plus. Encore hier, on a reçu voilà, des structures qui souhaitent mettre en place des normes de VSME, par exemple dans le logement social. J'ai vu ça hier. On voit que ça avance et donc, oui, il y aura des enjeux pour accéder à de nouveaux financements. Oui, il y aura des enjeux vis-à-vis des grands donneurs d'ordre. Oui, il y aura des enjeux également pour les donateurs. Aujourd'hui, on peut donner, mais on veut aussi avoir ce type d'impact. Donc oui, Eh bien, ensuite, deux partages qui se rejoignent d'une certaine manière, mais qui vont peut-être à l'encontre de ce qu'on vient de se dire. En tout cas, ça peut être clarifié. D'abord, il y a Jean-Christophe qui est dans le secteur sportif, qui nous parle de la mise en place d'indicateurs d'occupation des sites sportifs, je suppose stades, gymnases, piscines, etc., qui sont des actifs immobiliers parfois très lourds et parfois dont les clubs ne sont pas propriétaires en plus, puisque ce sont souvent les collectivités derrière. Donc, ils ont mis en place un indicateur et il y a aussi Lorraine qui nous partage le fait que l'ABC, l'ADEME et le mouvement Tilt ont mis en place un indicateur carbone, un outil de mesure mhm. carbone, le PCG, qu'on connaît bien chez les experts comptables, mais qui est le plan carbone général et pas le plan comptable général. La remarque qu'on peut se faire à travers ces deux commentaires, c'est est-ce que ça va pas finalement un peu à l'encontre de la volonté de rendre une norme universelle pour plus de transparence? Et donc, le fait de créer d'autres indicateurs à côté, est-ce que c'est pas une surcharge de travail ou quelque chose qui peut aller à l'encontre de ce mouvement universaliste des normes? Disons que c'est un peu ce qu'on a indiqué tout à l'heure, hein. Nous, on prône le module de base de ce rapport volontaire, euh, parce qu'il faut le faire, et puis la possibilité d'avoir les indicateurs supplémentaires. D'un autre côté, les deux exemples sont excellents. Alors, merci Lorraine. Effectivement, on n'a pas parlé des outils. Il y a plein d'outils qui existent, donc bravo au mouvement de titre que je connais un petit peu pour avoir mis en place celui-là. En fait, la question, ça va être, on va chercher des outils pour mettre en place effectivement tel ou tel indicateur. Et celui-là, effectivement, est extrêmement important, le bilan carbone, mais pas que. Et par rapport aux indicateurs supplémentaires et ta question, alors je trouve très intéressant l'utilisation des stades. On se pose également la question sur l'utilisation des locaux hein, dans une entreprise. Et je pense que c'est un indicateur important parce que ça permet d'avoir des plans d'action. C'est-à-dire comment on utilise un équipement. Les collectivités se posent beaucoup de questions sur comment mieux utiliser ou comment utiliser de manière plus importante leurs équipements. Voilà. Et je sais qu'il y a des sociétés qui posent le soir, qui font également du logement social. Enfin, il y a plein de schémas sur comment on utilise mieux un actif immobilier. Donc, un indicateur d'occupation d'un lieu, oui, je pense que c'est important. Voilà. Il ne sera pas dans la norme VSME, mais un indicateur supplémentaire, ça Ça, semble très ça veut dire important. qu'aujourd'hui, ces deux indicateurs sur l'occupation des sites sportifs ou sur le plan carbone général, ça n'existe pas dans les mesures que vous avez présentées aujourd'hui. Alors, si, puisque finalement, dans le plan carbone, en fait, on a un calcul du gaz à effet de serre, pas uniquement, hein, mais la décarbonisation, elle passe par ce premier calcul. Hein. Donc, oui, cela-là. Effectivement, alors, je vais faire du teasing hein, pour le prochain webinaire. On aura une partie où on fera par type de secteur, qu'on prendra quelques exemples. On pourra prendre le sportif qu'on n'avait pas imaginé, mais pour dire que justement, il faudrait des indicateurs supplémentaires par typologie d'activité pour avoir quelque chose d'éclair. Je vais prendre un exemple que je connais bien. Je discutais la dernière fois avec quelqu'un d'un musée. Sur par exemple l'utilisation, voilà, un musée, ça consomme beaucoup d'énergie, ça utilise beaucoup de matériaux. Donc voilà, comment on gère mieux les temps de chauffage, la gestion des matériaux. Donc on voit que selon le secteur, si c'est un lieu très important, bah forcément, il faut prendre en compte ce lieu-là. N'oublions pas, puisque tu l'évoquais tout à l'heure, aussi les lieux ponctuels. Hein, quand on est un siège administratif et qu'on fait un festival, quand on fait un festival, il faut imaginer ce que ça implique derrière.
Est-ce qu'on a d'autres Très remarques, bien. observations? Dernière question, effectivement. Outre l'évolution de Olivier, outre l'évolution des temps, dans le temps des indicateurs, pardon, un benchmark sectoriel existe-t-il pour donner sens aux indicateurs produits? Les notes, on a un petit peu regardé. En fait, Émission, hein, alors, on est un peu faible aujourd'hui. Alors, il y en a oui et non. C'est-à-dire que je m'explique. On a effectivement, et ça rejoint la remarque du mouvement tilt quand même, du mouvement tilt tout à l'heure, on a beaucoup de choses qui sont comparables. On en a assez peu, justement, dans le secteur de l'économie sociale, ce qui est tout le problème. C'est-à-dire que si je prends les grands groupes, je peux quand même comparer ce que fait Hermès, ce que fait, etc., en termes d'émissions de CO2. Mais la thématique, elle sera assez éloignée. Donc, on a certaines bases de comparaison, mais c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt pour dire que, en moyenne, une association sportive devrait faire moins de temps de CO2. Et justement, c'est ce qu'on aimerait bien. Donc, plus on aura de rapports, plus on aura de bases, et plus on pourra faire ce benchmark, cette intercomparabilité entre les indicateurs. Et encore, le CO2, c'est presque le plus simple. Mais quand on va dans l'ensemble des indicateurs, vous verrez que c'est difficile. Donc, non, on en est encore un petit peu à la base. Mais voilà, on commence nous à piocher, hein, de voir ceux qui ont fait des rapports RSE pour avoir quelques éléments. Mais je vous rejoins, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir voilà, circonstancier par secteur d'activité, très clairement. Aujourd'hui, on a un peu fait, mais ça sera des choses on vous en parlera la prochaine fois et on va essayer d'avancer, de faire des écrits sur le sujet pour avoir des bases de données. Oui. Et comme on l'avait indiqué, en fait, actuellement, il y a pas beaucoup d'associations dans le secteur. En fait, dans le secteur de l'ESS, on n'a pas encore beaucoup qui ont utilisé, qui ont mis en place en fait ce rapport VSME qui est quand même assez récent. Voilà, avec surtout des indicateurs ou des rapports très volontaires, mais très variés, donc très difficiles à comparer. Juste peut-être un point important, exemple CO2, puisque c'est l'exemple, tout dépend du périmètre. Si je prends mon siège, si je prends mon siège plus mes établissements, si je prends mes établissements pour les lieux, plus les lieux ponctuels d'activité, plus la chaîne amont à aval, vous avez bien compris, c'est scope, par exemple. Donc là aussi, tant qu'on n'a pas clairement indiqué cet élément-là, on ne pourra pas comparer. Je crois qu'il n'y a Très plus bien. d'autres questions, ça veut dire qu'on a été Non, très clair, hein, j'ai l'impression. exactement. On se donne rendez-vous du coup au 13 janvier, à la deuxième partie de ce webinaire sur le rapport de durabilité. Très bien, oui, donc 13 janvier. Alors d'ici là, pourquoi on se laisse un petit peu de temps? C'est parce que justement, non seulement on va proposer des modalités de définition d'indicateurs, puis on va chercher un peu plus loin pour voir les informations. Pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose. On espère que d'ici là, les gens seront emparés de ces éléments-là. On est quand même dans l'actualité, hein. Je rappelle, 30 juillet, l'adoption de cette norme-là. Et puis peut-être juste deux éléments avant de conclure et de vous laisser votre journée. Vous rappelez que nous avons des correspondants économie sociale un peu partout en France, vous les aurez en navigation dans le support. Et puis, notre site ess.nextinso.fr, on a déjà quelques articles qui existent sur le sujet. Et puis, on aura également des webinaires qu'on vous annoncera prochainement. Avant le 13 janvier, on en aura un autre en décembre et donc une programmation tout au long de l'année. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé. Et ce webinaire serait également en replay, donc n'hésitez pas à partager. Très bien, ben, écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt et Merci, merci bonne fin de pour avoir journée. participé. Au Bonne revoir. journée, au revoir.